Comme ça, comme j'aime pas beaucoup écrire au tableau, je vous écris le minimum. Ce minimum est assez pour que vous y reconnaissiez. À gauche, le nœud borroméen. Il me semble, enfin, pour autant que vous vous souveniez de ce que je dis, enfin, vous prenez des notes, tout au moins certains. Il me semble que j'ai justifié en quoi le nœud borroméen peut s'écrire, puisque c'est une écriture. Une écriture qui supporte un réel. Ceci déjà, à soi tout seul, désigne ceci, c'est que non seulement le réel peut supporter d'une écriture, mais qu'il n'y a pas d'autre idée sensible du réel. Ce réel qu'est le nœud qui est une construction, ce réel se suffit à laisser ouvert ce trait d'écrit, d'apostrophe, ce trait qui est écrit, qui du réel supporte l'idée. Ceci de ce fait que le nœud n'est en fait que de ce que chacun de ces éléments n'est noué par un troisième, on peut l'un de ces trois le laisser ouvert, puisque c'est un fait que j'ai mis en valeur, que je crois avoir remis en valeur la dernière fois, que chacun de ces éléments peut avoir deux formes, la forme de droite infinie et la forme que je désigne, parce que ça me semble la meilleure pour votre imaginaire, que je désigne du rond de ficelle, ce qui s'avère à l'étude être celle d'un tore. Ayant fait ce petit bout de nœud avec ce que j'ai dit la dernière fois, histoire de vous le faire ressurgir, je me trouve, comme ça ce matin, avoir préféré plutôt que de vous lire ce que j'ai élaboré à votre intention. Il me semble qu'il y a des remarques en somme préliminaires qui pourraient bien vous servir à répondre, à justifier comme question des questions que je suppose que vous avez dû vous poser. Alors ces remarques préliminaires, je ne vais pas les faire nombreuses, je vais en faire trois. Ça peut venir à l'esprit, enfin, de certains qui ouvrent des bouquins, ils n'ont même pas besoin de les ouvrir, ça traîne sur les couvertures. Ils peuvent se demander ce nœud que je profère, au titre d'y unir le RSI de la façon la plus certaine, à savoir quand le S
c'est le rond rouge. Non. Le S, c'est le rond blanc. C'est le rond blanc. Et que l'imaginaire, c'est le rond rouge. Ce nœud se tient d'être suffisamment défini de ne pas présenter d'ambiguïté quand il est traversé, quand les deux ronds sont traversés par le réel d'une façon telle, comme je l'ai énoncé la dernière fois, que ce réel le traverse d'être sous celui qui est dessous de ces deux ronds et d'être dessus celui qui est dessus. Ceci suffit au coincement, que vous le fassiez à gauche ou à droite. Je vous signale en passant que cette gauche comme cette droite, il est impossible de ce seul nœud d'en donner caractérisation. Sans ça, nous aurions le miracle attendu qui nous permettrait de faire message de la différence de la gauche et de la droite à d'éventuels sujets capables de recevoir le dit message. Le nœud borroméen peut en rien servir de base à un dit message qui permettrait la transmission d'une différence entre la gauche et la droite. Il est donc indifférent de placer à droite ou à gauche, ce qui résulte du fait de ce nœud, c'est à savoir quelque chose que nous désignerons comme externe, d'être le sens en tant que c'est à partir de lui que se définissent les termes réels, symboliques et imaginaires. Le seul fait que je m'avance en ces termes est quelque chose qui doit vous faire poser la question, me semble-t-il. Je veux dire, seulement avoir lu quelques titres de livres, le nœud est-il un modèle? Un modèle, au sens où cela s'entend, par exemple, des modèles mathématiques, ceux qui fréquemment nous servent à extrapoler quant au réel, c'est-à-dire, comme dans ce cas, à fonder d'une écriture ce qui peut être imaginé du fait même de cette écriture, et qui trouve dès lors à permettre de rendre compte des interrogations qui seront portées par l'expérience à ce réel lui-même qui, de toute façon, n'est là que supposition. Supposition qui consiste dans ce sens du mot réel. Je prétends pour ce nœud répudier la qualification de modèle. Ceci au nom du fait de ce qu'il faut que nous supposions au modèle. Le modèle, comme je viens de le dire, est seul du fait de son écriture, se situe de l'imaginaire. Il n'y a pas d'imaginaire qui ne suppose une substance. C'est là un fait étrange, mais
c'est toujours dans l'imaginaire, à partir de l'esprit qui fait substance à ce modèle, que les questions qui se formulent sont secondement posées au réel. Et c'est en cela que je prétends que cet apparent modèle qui consiste dans ce nœud borroméen, fait exception, quoique situé lui aussi dans l'imaginaire, fait exception à cette supposition. De ceci, que ce qu'il propose, c'est que les trois qui sont là fonctionnent comme pure consistance, c'est à savoir que ce n'est que de tenir entre eux qu'ils consistent. Les trois tiennent entre eux réellement, ce qui y implique la métaphore tout de même, et ce qui pose la question de quel est l'air, au sens où je l'entendais l'année dernière, quel est l'air de la métaphore. Car si j'énonce ce qui ne saurait se faire que du symbolique, de la parole, que leur consistance à ces trois ronds ne se supporte que du réel, c'est bien que j'use de l'écart de sens qui est permis entre R, I, S, comme individualisant ces trois ronds, les spécifiant comme tels. L'écart de sens est là, supposé pris d'un certain maximum. Quel est le maximum admis d'écart de sens? C'est là une question que je ne peux, dans l'état actuel des choses, que poser aux linguistes. Comment le linguiste, et j'en ai un qui m'honore aujourd'hui de sa présence au premier rang, comment un linguiste saurait-il définir les limites de la métaphore? Qu'est-ce qui peut définir un maximum de l'écart de la métaphore au sens où je l'ai énoncé, référence à l'instance de la lettre dans mes écrits? Quel est le maximum permis de la substitution d'un signifiant à un autre? Je m'excuse, peut-être ai-je là été un peu vite, mais il est certain que nous ne pouvons pas traîner. Nous ne pouvons pas traîner, et de ce fait, il faut que je passe à ma deuxième remarque. Pour opérer avec ce nœud d'une façon qui convienne, il faut que vous vous fondiez sur un peu de bêtise. Le mieux est encore d'en user bêtement, ce qui veut dire d'en être dupe. Il ne faut pas entrer à son sujet dans le doute obsessionnel, ni trop chipoter.
une chose m'a frappé. À la lecture d'un ouvrage dont il se trouve que ma fille avait du vent dans son travail sur Buffon. Il l'a réclamé à une personne qui lui a d'ailleurs promptement donné des indications sur l'apparition de ce texte. Ce texte est donc de Maupertuis, lequel, à l'Académie de Berlin, fait sous le titre de La Vénus physique, une relation de ce qui, en somme, est à la pointe, à son époque, de ce qui est connu sur le phénomène de la reproduction des corps vivants. Pour qu'il l'ait introduit du terme de la Vénus physique, c'est qu'il se plaît à me faire état que de la reproduction sexuée. Il est tout à fait frappant, à mes yeux tout au moins, de voir à cette lecture que Maupertuis, qui, dans l'occasion, pour quelqu'un qui se repère dans l'histoire, est certainement la première chose qui s'impose, c'est la date de cet énoncé, 1756, et le témoignage du temps qu'on mit ces bêtes parlantes que sont les hommes, tenons-les pour ainsi définis, du temps qu'elles ont mis ces bêtes pour se rendre compte du spécifique de la reproduction sexuée. Il est, à mes yeux, tout à fait clair que c'est de ne pas être simplement dupe, de ne pas s'en tenir à ce que son temps lui fournit comme matériel, c'est à savoir déjà beaucoup, à savoir leur repérage au microscope par Leeuwenhoek et Swammerdam de ce qu'il en est, de ce qu'on appelle à l'époque les animalcules, c'est-à-dire les spermatozoïdes, et les œufs d'autre part, c'est à savoir ce qui est ordinairement supporté par deux corps qui se définissent d'être de sexe opposé, sauf exception bien sûr, à savoir que le même corps, ce qui arrive aux escargots, comme vous ne l'ignorez pas, puisse supporter les deux. C'est assurément de ne pas se tenir à ce massif de la distinction de l'animalcule et de l'œuf, pourtant d'ores et déjà présente dans la simple diversité des théories, que Maupertuis, de n'être pas dupe, de ne pas s'en tenir à ce fait massif, et pour tout dire, ne pas être assez bête, ne sent pas le point à proprement parler de découverte que constitue, pour ce qu'il en est, une appréhension réelle de la distinction des sexes, ne s'en tient pas à ce qui lui est apporté. S'il était plus dupe, il errerait moins. Non pas certes que son air soit sotte, car il arrive à quelque chose qui est en quelque sorte la préfiguration, si l'on peut dire, de ce qui c'est à un examen ultérieur, à de plus puissants microscopes,
révélé comme constituant l'existence des gènes. Entre l'ovisme et l'animalculisme, à savoir à ce qui met tout l'accent sur un de ces éléments ou tout l'accent sur l'autre, il va jusqu'à imaginer que des faits d'attraction et de répulsion peuvent mener les choses à cette composition dont par ailleurs l'expérience menée par Harvey sur l'examen de ce qui se dénonce comme existant d'une première manifestation de ce qu'il appelle le point vivant au fond de l'utérus des fiches que Charles II a mis au dit Harvey à sa disposition. Il arrive certes à faire une idée, à la suggérer tout au moins de ce qui peut se passer, et on pourrait dire que ça se passe effectivement au niveau de ce qui serait une morula, par exemple, voire un stade plus loin, celui de la gastrula. Mais justement, à deviner, il n'avance pas. C'est à savoir que ce qui lui échappe, c'est que chaque cellule de ce qu'un Harvey découvre, et pour lui s'en aveugler, comme étant la substance de l'embryon et le puzzle, la bigarrure apparemment qu'on pourrait en imaginer, c'est à savoir ceci, et que Maupertuis ne manque pas d'imaginer, c'est que dans ce puzzle, dans ces éléments cellulaires, il y en aurait de mâles et d'autres femelles, ce qui n'est certainement pas vrai. Il faut que soit poussé beaucoup plus loin, et à vrai dire d'une façon telle que le point soit vivant puisse d'aucune façon se reconnaître, c'est à savoir que nous en soyons au niveau de ces gènes distinguables dans le karyosome, au plus intime de la cellule. C'est parce que il faut en venir là que l'idée de la bigarrure vers laquelle verse Maupertuis est une idée simplement prématurée. Non pas une ère, justement. C'est, si je puis dire, d'être non dupe qu'il imagine fort mal. Il n'est pas dupe dans la mesure où il ne s'en tient pas, où il ne s'en tient pas strictement à ce qui lui est fourni, qu'il fait en somme des hypothèses, l'hypothèse non fingere, la répudiation des hypothèses me paraît être ce qui convient et ce que je désire proprement de ce conseil d'être assez bête pour ne pas se poser de questions concernant l'usage de mon nœud, par exemple. Ce n'est certainement pas à l'aide de ce nœud qu'on peut aller plus loin que là d'où il sort, à savoir de l'expérience analytique. C'est de l'expérience analytique qu'il rend compte, et c'est en cela qu'est son prix.
Troisième remarque, préliminaire également. En quoi consiste dans ce nœud tel qu'il se présente ce quelque chose qui, première remarque, a pu me faire poser la question de savoir si c'est un modèle. C'est bien entendu que, apparemment, il domine l'imaginaire. Il domine l'imaginaire est quelque chose, en effet, qui repose sur le fait que ça en fonde la consistance. Ce que j'introduis par cette remarque est ceci, c'est que la jouissance, au regard de cette consistance imaginaire, la jouissance auprès ne peut rien faire qu'exister, soit parodier ceci. C'est qu'au regard du réel, c'est d'autre chose que de sens qu'il s'agit dans la jouissance. À quoi le signifiant est ce qui reste, car si le signifiant de ce fait est dépourvu de sens, c'est que le signifiant, tout ce qui reste, vient à se proposer comme intervenant dans cette jouissance. Non, certes, que je pense, suffise à assurer l'existence. Ce n'est pas pour rien que Descartes alla achoper. Mais jusqu'à un certain point, c'est tout de même vrai que ce ne soit qu'à effacer tout sens que l'existence se définisse. Aussi bien d'ailleurs lui-même a-t-il flotté entre le sum, ergo, et l'existo. Assurément, la notion de l'existence n'était pas assurée alors. Pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait quelque part un trou. C'est autour de ce trou, simulé par le je pense de Descartes, puisque ce je pense, il le vide. C'est autour de ce trou que se suggère l'existence. Assurément, ces trous, nous les avons ici au cœur de chacun de ces ronds, puisque sans ce trou, il ne serait même pas pensable que quelque chose se noue. Il s'agit de situer, non pas ce qu'a pensé Descartes, mais ce que Freud a touché. Et pour cela, je propose que ce qui existe au réel du trou, soit symbolisé dans l'écriture par un champ intermédiaire comme mis à plat, parce que c'est tout ce que l'écriture nous permet. Il est tout à fait frappant, en effet, que l'écriture impose comme telle cette mise à plat. Et si, je suggère que quelque chose
incarne, dirais-je, que le symbolisme, par exemple, montre dans l'espace à deux dimensions, défini par ceci, que quelque chose existe d'un être supposable dans l'écriture, est de l'ouverture du rond en cette droite indéfinie. Ceci est là, ceci aussi bien par rapport à l'un des éléments du nœud que à tous les autres, et qui permet de situer ce qui relève de l'existence. Pourquoi donc, à droite, ai-je marqué ce qui est l'existence est quelque chose qui se métaphorise de la jouissance phallique. Ceci est une proposition qui suppose que j'en dise plus sur cette jouissance pour la situer. C'est un trait bleu que je dessine ce qu'il en est du réel. C'est un trait rouge qui symbolise. Je propose, fût-ce à dessein, de le compléter ultérieurement, de situer comme telle la jouissance phallique en tant qu'elle est en relation à ce qui au réel existe, à savoir ce qui se pose du champ produit de le rond réel, comme ça, le rond connoté du réel, de ce qu'il s'ouvre à se poser comme cette droite infinie, isolée, si l'on peut dire, dans sa consistance. C'est au réel comme faisant trou que la jouissance existe. Ceci est le fait de ce que l'expérience analytique nous a apporté comme tel. Il n'y a dans Freud, je ne vais pas, simplement faute de les avoir ici recueillis, il n'y a dans Freud prosternation, si je puis dire, devant la jouissance phallique comme telle. C'est ce que découvre l'expérience analytique, la fonction nodale de cette jouissance en tant que phallique, et c'est autour d'elle que se fonde ce qu'il en est, cette sorte de réel auquel l'analyse a affaire. Ce qui est important à voir, c'est que s'il y a quelque chose dont le nœud se supporte, c'est justement
qu'il y ait au regard de cette jouissance phallique comme réelle, c'est quelque chose qui la situe, la dite jouissance, c'est quelque chose qui la situe que du coincement qui résulte de la nodalité, si je puis dire, du nœud propre, la nodalité propre au nœud borroméen, et en ceci que quelque chose ici dessine du rond de ficelle, du rond en tant que consistance que constitue le symbolique. C'est dans la mesure où un point tiers défini comme vous définissez extérieur au plus central des points de cette nodalité, c'est en ce sens que se produit ce qui s'appelle jouissance phallique. La jouissance phallique intéresse toujours le nœud qui se fait avec le rond du symbolique pour le nommer tel qu'il doit se faire. Que cette jouissance comme telle soit liée à la production de l'existence, c'est quelque chose que je vous propose cette année de mettre à l'épreuve, car vous voyez ce qui en résulte, c'est que ce nœud, tel que je l'énonce, ce nœud se redouble d'une autre triplicité, celle qui, au sens, en tant que c'est du sens, que par la distinction des sens qui se termes font trois termes. C'est là que nous pouvons partir pour que le nœud consiste comme tel. Il y a trois éléments, et c'est comme trois que ces éléments supportent, nous les réduisons à être trois. Là seulement est ce qui fait leur sens. Par contre, à titre d'existence, ils sont chacun distincts, et aussi bien est-ce à propos de la jouissance comme réelle qu'ils se différencient, et qu'à ce niveau, ce que nous apporte l'expérience analytique, c'est que c'est la mesure où la jouissance est ce qui existe, qu'elle fait le réel, qu'elle le justifie justement de ceci, d'exister. Assurément, il y a là-dessus un passage qui importe, car à quoi existe l'existence? Certainement pas à ce qui consiste. L'existence comme telle définie se supporte de ce qui, dans chacun de ces termes, RSI, fait trou. Il y a dans chacun quelque chose par quoi c'est du cercle, d'une circularité fondamentale qui se définit, et ce quelque chose est ce qui est à nommer. Il est frappant qu'au temps de Freud, ce qui s'en nomme n'est qu'imaginaire.
Je veux dire que la fonction, par exemple, dite moi, est quelque chose dont Freud, conformément à cette nécessité, à ce penchant qui fait que c'est à l'imaginaire, va la substance comme telle, Freud désigne du moi quoi, rien d'autre que ce qui, dans la représentation, fait trou. Il ne va pas jusqu'à le dire, mais il le représente dans cette topique fantasmatique qui est la seconde, alors que la première marquait toute sa distance émerveillée auprès de ce qu'il découvrait de l'inconscient. C'est dans le sac du corps, c'est de ce sac que se trouve figuré le moi, en quoi d'ailleurs ceci l'induit à devoir sur ce moi spécifié quelque chose qui justement lui ferait trou d'y laisser rentrer le monde. Nécessité que ce sac soit en quelque sorte bouché de la perception. C'est en tant que tel que Freud non pas désigne, mais trahit que le moi n'est qu'un trou. Quels sont les trous qui constituent d'une part réelle et de l'autre symbolique? C'est ce qu'il nous faudra assurément examiner de très près. Car quelque chose s'ouvre bien sûr à nous et qui semble en quelque sorte aller de soi. C'est à savoir ce trou du réel de le désigner la vie. Et aussi bien est-ce une pente à quoi Freud lui-même n'a pas résisté, opposant instinct de vie aux instincts de mort. Je remarque qu'à interroger par notre nœud ce qu'il en est de la structure nécessitée par Freud, c'est du côté de la mort que se trouve la fonction du symbolique. C'est en tant que quelque chose est urverdrängt dans le symbolique qu'il y a quelque chose à quoi nous ne donnons jamais de sens, bien que nous soyons, c'est presque rengaine que de l'énoncer, que nous soyons capables logiquement de dire tous les hommes sont mortels. C'est en tant que tous les hommes sont mortels, n'a du fait même de tous, à proprement parler, aucun sens. Il faut au moins que la peste se propage à Thèbes pour que ce tous devienne quelque chose d'imaginable et non pas de pur symbolique. Il faut que chacun se sente concerné en particulier par la menace de la peste que se révèle du même coup ce qu'a supposé ceci, à savoir que si Édipe a forcé quelque chose, c'est tout à fait sans le savoir, c'est, si je puis dire, il n'a tué son père que faute d'avoir, si vous me permettez de dire, faute d'avoir pris le temps de l'aïusser. Il l'avait fait le temps qu'il fallait, mais il aurait fallu
certainement un temps qui aurait été à peu près le temps d'une analyse, puisque lui-même, c'était justement pour ça qu'il était sur les routes, c'est à savoir qu'il croyait par un rêve qu'il allait tuer celui sous le nom de Polybe, était bel et bien véritable père. Ce que Freud nous apporte concernant ce qu'il en est de l'autre, c'est justement ceci, qu'il n'y a d'autre qu'à le dire, mais que tout autre, il est tout à fait impossible de le dire complètement, qu'il y a un Urverdrängt, un inconscient irréductible, et que celui-là, de le dire, c'est à proprement parler non seulement défini comme impossible, mais introduit comme tel la catégorie de l'impossible. Que la religion soit vraie, c'est ce que j'ai dit à l'occasion. Elle est sûrement plus vraie que la névrose. En ceci qu'elle refoule ce fait que ce n'est pas vrai que Dieu soit seulement, si je puis dire, ce que Voltaire croyait dur comme fer. Elle dit qu'il existe, qu'il est l'existence par excellence. C'est-à-dire qu'en somme, il est le refoulement en personne. Il est même la personne supposée au refoulement. Et c'est en ça qu'elle est vraie. Dieu n'est rien d'autre que ce qui fait qu'à partir du langage, il ne saurait s'établir de rapport entre sexes. Où est Dieu là-dedans? J'ai jamais dit qu'il soit dans le langage. Le langage, eh bien justement, c'est ce sur quoi nous aurons à nous interroger cette année. D'où ça peut-il bien venir? Ce n'est certes pas dire que ça venait pour boucher un trou, celui constitué par le non-rapport constitutif du sexuel. Parce que ce non-rapport, il n'est suspendu qu'à lui. Le langage n'est donc pas simplement un bouchon. Il est dans quoi s'inscrit ce non-rapport, c'est tout ce que nous pouvons en dire. Dieu, lui, comporte l'ensemble des effets de langage, y compris les effets psychanalytiques, ce qui n'est pas peu dire. Pour fixer les choses, n'est-ce pas, qu'on appelle des idées, n'est-ce pas, et qui ne sont pas du tout des idées. Pour fixer les choses là où elles méritent d'être fixées, c'est-à-dire dans la logique, Freud ne croit pas en Dieu, parce qu'il opère dans sa ligne, à lui, comme en témoigne la poudre qu'il nous jette aux yeux pour nous emmoïser.
L'emmoisement peut être aussi bien l'emmoisement dont je parlais tout à l'heure. Non seulement il perpétue la religion, mais il la consacre comme névrose idéale. C'est bien ce qu'il en dit d'ailleurs, en la rattachant à la névrose obsessionnelle, qui est la névrose idéale, qui mérite d'être appelée idéale à proprement parler. Et il ne peut pas faire autrement, parce que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il est dupe, lui, de la bonne façon, celle qui n'erre pas. C'est pas comme moi. Moi, je ne peux que témoigner que j'erre. J'erre dans ces intervalles que j'essaie de vous situer du sens de la jouissance phallique. Voire du tiers terme que je n'ai pas éclairé, parce que c'est lui qui nous donne la clé du trou tel que je le désigne. C'est la jouissance en tant qu'elle intéresserait non pas l'autre du signifiant, mais l'autre du corps, l'autre de l'autre sexe. Est-ce que, quand je dis, j'annonce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ceci ne veut pas dire ce fait qui est dans l'expérience, que tout le monde sait, mais dont il faut savoir pourquoi. Freud n'en a pas rendu compte. Pourquoi Freud a qualifié de l'un l'éros en se livrant au mythe du corps uni, du corps à deux dos, du corps tout rond, en osant se référer à cette énormité platonicienne. Est-ce que ce n'est pas le fait que d'un autre corps, quel qu'il soit, nous avons beau l'étreindre, ce n'est rien de plus que le signe du plus extrême embarras. Il arrive que grâce à fait que Freud catalogue, bien évidemment comme il s'impose, la régression, nous le suçotions par-dessus le marché. Qu'est-ce que ça veut bien faire, mis à part de le mettre en morceaux, on ne voit pas vraiment ce qu'on peut faire d'un autre corps. J'entends d'un autre corps dit humain. Si justifie que si nous cherchons de quoi peut-être border cette jouissance de l'autre corps, en tant que celle-là sûrement fait trou, ce que nous trouvons, c'est l'angoisse. C'est bien en quoi, dans un temps où c'était pas pour rien que j'avais choisi ce thème de l'angoisse. J'avais choisi parce que je savais que ça ne durerait pas. Enfin, je savais que ça ne durerait pas parce que j'avais des fidèles. J'avais des fidèles qui s'employaient à faire surgir les motions d'ordre qui pouvaient dans la suite me rendre déclaré inapte à transmettre la théorie analytique. Je ne sais pas du tout que ça m'ait angoissé, ni même embarrassé. Ça peut revenir tous les jours.
ça ne m'angoisse, ne m'embarrasse. Mais je voulais quand même, justement, à ce propos de l'angoisse, l'inhibition symptôme-angoisse, dire certaines choses qui doivent maintenant témoigner de ceci, qu'il est tout à fait compatible avec l'idée que l'inconscient soit conditionné par le langage, qu'il est tout à fait compatible non seulement d'y situer des affects. Ça veut simplement dire que ceci, c'est que c'est au langage et que c'est du langage que nous sommes manifestement et d'une façon tout à fait prévalente affectés. Et en plus que dans ce temps de mon séminaire sur l'angoisse, si j'ai introduit quelque chose, c'est justement des qualités d'affect. Il y avait longtemps que les affectueux, là, les affectionnés, il y avait longtemps qui ne les avaient non seulement pas trouvés, mais qu'ils étaient tout à fait exclus de pouvoir même les entrevoir. C'est bien pourquoi vous pouvez trouver dans le repérage que j'ai fait à l'époque de ce qu'il en est d'angoisse, inhibition, symptômes, que j'ai décalé sur 3 plans pour pouvoir justement démontrer ce qui est dès cette époque sensible. C'est à savoir que ces 3 termes, inhibition, symptôme, angoisse, sont entre eux aussi hétérogènes que les termes de réel, de symbolique et d'imaginaire. Et que nommément, l'angoisse, c'est ça. C'est ce qui est évident d'ailleurs. C'est ce qui de l'intérieur du corps existe quand il y a quelque chose qui l'éveille, qui le tourmente. Voyez petit Hans, quand il se trouve que se rend sensible, l'association à un corps, nommément mal dans l'occasion, définie comme mal, l'association à un corps d'une jouissance phallique. Si le petit Hans se rue dans la phobie, c'est évidemment pour donner corps, je l'ai démontré pendant toute une année, pour donner corps à l'embarras qu'il a de ce phallus, pour lequel il s'invente toute une série d'équivalents diversement piafonds, sous la forme de la phobie des chevaux, le petit Hans, dans son angoisse, principe de la phobie, en ce sens que c'est à la lui rendre cette angoisse, si l'on peut dire, pure, qu'on arrive à le faire s'accommoder de ce phallus dont, en fin de compte, comme tous ceux qui se trouvent en avoir la charge, celle-ci, un jour qualifiée de la bandoulière, il faut bien qu'il s'en accommode, à savoir qu'il soit marié avec ce phallus. Ça, c'est à quoi l'homme ne peut rien. La femme qui n'existe pas, elle peut rêver à en avoir un, mais l'homme, il en est affligé. Il n'y a pas d'autre femme que ça. C'est ce que Freud a dit, enfin, n'est-ce pas, sur tous les tons. Qu'est-ce qu'il dit en disant, enfin, que la pulsion phallique
c'est pas la pulsion génitale, si ce n'est que ceci, que la pulsion génitale, chez l'homme, c'est bien le cas de le dire, elle n'est pas naturelle du tout. Non seulement elle n'est pas naturelle, mais s'il n'y avait pas ce diable de symbolisme à le pousser au derrière, pour qu'en fin de compte il éjacule et que ça serve à quelque chose. Mais il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus, n'est-ce pas, de ces par-l'être, enfin, ces êtres qui ne parlent pas simplement à être, mais qui sont par l'être, ce qui est vraiment le comble du comble de la futilité. Bon, il est 2h moins le quart. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, comme je vous ai à peu près tout improvisé de ce que je vous raconte, je suis assez fatigué comme ça. Tout ça paraîtra sous une autre forme, puisque après tout, de celle-ci, je ne suis pas tellement satisfait. Je vous dis à janvier, deuxième mardi du janvier. Jude. Oui, c'est parce que on accroche des magnétophones au parleur. Alors je serais reconnaissant.